Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes lundi 5 mars. Bienvenue dans le 20h. Voici les titres. La CEI a reçu ce lundi les 2 premiers dossiers de candidature pour les élections sénatoriales du 24 mars prochain. Il s'agit des listes indépendantes Memelgra Félix et Bombro Lesou Francis pour la région des Grands Ponts, Thomas Simplice et Caïd Deson Léopold pour la région du Cavalier. Et nous aurons un dossier dans ce 20h consacré à l'entrepreneuriat féminin, comment bénéficier du fonds mis en place par le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME. Le fonds, doté de 5 milliards de francs CFA, est mis à la disposition des femmes pour financer leurs projets. La capitale économique ivoirienne va vibrer au rythme du Massa, le marché des arts du spectacle africain. Du 10 au 17 mars prochain, la 10e édition enregistre des innovations. Des milliers de festivaliers attendus. Nous verrons les enjeux tout à l'heure dans ce 20h. Au Burkina Faso, 72 heures après le double attentat, les présidents togolais Faure Gnassingbé, président en exercice de la CEDEAO, et le président nigérien Mahamadou Issoufou sont arrivés à Ouagadougou pour une visite de soutien aux autorités burkinabées. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Nous commençons tout de suite par la CEI, la Commission électorale indépendante, qui a reçu ce lundi les 2 premiers dossiers de candidature pour les élections sénatoriales du 24 mars prochain. Il s'agit d'une liste indépendante composée de Memelgra Félix et Bombro Lesou Francis pour la région des Grands Ponts. La seconde liste est aussi indépendante et est conduite par Thomas Simplice et Caïd Deson Léopold pour la région du Cavalier. On en sait plus avec notre reporter Moussa Konaté. 11 jours après l'ouverture du dépôt des candidatures pour l'élection sénatoriale, la Commission électorale indépendante CEI enregistre ce lundi les premiers candidats. Il s'agit de la liste Paix, Unité, Développement de Bombro Lesou Francis et Memelgra Félix pour la région des Grands Ponts et la liste Union, Paix, Développement conduite par Caïd Deson Léopold et Thomas Simplice pour la région du Cavalier. C'est une satisfaction pour nous, une fierté. Après ce parcours donc pour déposer ce dossier, ne soyez pas étonnés que vous ne voyez pas assez de personnes. C'est pour constituer les dossiers que les gens sont en difficulté. Mais nous avons fini. Et très bientôt, nous serons avec vous comme les sénateurs pleins pour la République de Côte d'Ivoire. C'est des élections, n'est-ce pas, qui sont tout de même assez importantes, pour lesquelles il ne faut pas s'engager comme on le veut. Il faut prendre certaines mesures, prendre le pouls du terrain et s'engager afin de pouvoir gagner effectivement. C'est dans cet ordre-là que nous avons mis du temps. Nous avons pris du temps. Maintenant que nous sommes sûrs que nous pourrions gagner, nous sommes venus déposer notre liste. Ouvert depuis le 23 février 2018, le dépôt des candidatures va prendre fin le 9 mars. Pour être candidat, il faut entre autres être âgé de 35 ans au moins, être ivoirien de naissance ou avoir été naturalisé depuis plus de 10 ans. Un reçu de cautionnement d'1 million de francs CFA du Trésor public est également exigé. Dans l'actualité nationale également, ce lundi, un colloque de haut niveau sur la sécurité maritime s'est ouvert à Abidjan. 50 experts en provenance des États du Golfe de Guinée et des États-Unis d'Amérique réfléchissent à une stratégie nationale de sécurité. À terme, il s'agit de mettre en place un cadre de coopération pour réprimer les actes criminels transnationaux organisés dans le domaine maritime. On en sait plus avec notre reporter Alexis Ouetraoko. Les mers et les océans sont des richesses pour les États. Ils restent malheureusement sujets à des fléaux que sont la pêche illicite, les trafics illégaux et autres pollutions maritimes qui détruisent les plages. Depuis 2013, les pays du Golfe de Guinée se mobilisent pour lutter contre la criminalité dans leurs eaux par la mise en place et l'élaboration de stratégies nationales. En Côte d'Ivoire, c'est le comité interministériel de l'action de l'État en mer qui en a la charge. Abdoulaye Fofana explique l'importance du colloque qui ouvre ses portes ce lundi. Avec sa stratégie nationale de l'action de l'État en mer, l'État de Côte d'Ivoire s'est doté d'un outil de gouvernance efficace pour assurer la maîtrise et engager le développement de son espace maritime. Les administrations de l'action de l'État en mer ont pour ambition de faire du monde maritime un pilier de l'économie ivoirienne. 4 jours durant, en collaboration avec le Centre civil et militaire des États-Unis, des experts en provenance de 40 pays travailleront sur les thématiques suivantes: stratégie nationale de sécurité, coordination interadministration et autres, planification de ressources et budgétisation. La sécurité maritime dans des endroits stratégiques
tel que le golfe de Guinée, nous affectent tous. Et ceux qui se livrent à des activités illicites dans le domaine maritime utiliseront les frontières pour éviter les poursuites judiciaires. Nous avons donc besoin des cadres juridiques dans nos propres pays et avec nos voisins maritimes pour veiller à ce qu'ils puissent être traduits en justice. Pour le ministre Sidiki Diakité, représentant le Premier ministre, chef du gouvernement, l'économie bleue ivoirienne pourra jouir de l'avancée des travaux par l'implémentation de la stratégie maritime. Un secteur maritime dynamique, fort et sécurisé, pour nous, est la garantie de l'accroissement de nos économies de façon exponentielle et ce, au profit de nos populations respectives. Les travaux doivent prendre fin le 8 mars prochain. Autre événement qui réunit 5 pays africains, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Sénégal et le Togo. Les administrations douanières de ces 5 pays membres de la CEDEAO sont à Abidjan pour évaluer le projet d'interconnexion de leur système informatique. Ce projet mis en route ces dernières années devrait permettre de fluidifier les contrôles et de réduire les délais de traitement. Le reportage de Lansene Bakayoko dans nos prochains journaux. Notre focus de ce 20h nous plonge ce soir dans l'univers des femmes entrepreneurs. Et vous l'avez bien compris, on parlera d'entrepreneuriat féminin. Comment les femmes de Côte d'Ivoire peuvent-elles bénéficier du fonds mis en place par le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME? Le fonds, doté de 5 milliards de francs CFA, est mis à la disposition des femmes pour financer leurs projets et assurer ainsi leur autonomie. Le reportage de Justine Seydjiki. La population ivoirienne se compose de 51% d'hommes et de 49% de femmes selon l'Institut national de la statistique. L'économie ivoirienne est essentiellement basée sur l'agriculture qui occupe 65,8% de la population active, dont 67% de la main-d'œuvre féminine. 60 à 80% de la production alimentaire est assurée par des femmes et 59% occupent le secteur tertiaire, généralement dans l'informel. Malgré cette représentativité, peu de femmes s'aventurent dans la création d'entreprises. La Côte d'Ivoire ne compte que 15% de femmes entrepreneurs. Le gouvernement ivoirien, à travers le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des petites et moyennes entreprises, a décidé d'inverser la tendance en mettant en place un fonds de 5 milliards de francs CFA pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Monsieur le ministre Mandiaraspa a négocié et obtenu un financement de 5 milliards de francs CFA auprès d'une banque de la place au profit des femmes entrepreneurs et des femmes entrepreneurs de Côte d'Ivoire. Et à ce niveau, il faudra dire que c'est un prêt qui est remboursable. Fruit d'un accord entre les gouvernements ivoiriens et marocains, le fonds est mis en œuvre par la Banque Atlantique Côte d'Ivoire ayant signé une convention avec le ministère du Commerce en août 2017. C'est un fonds qui est destiné à accompagner les femmes entrepreneurs, qu'elles soient porteuses d'un projet, un nouveau projet, ou soucieuses de développer un business déjà existant. Donc ça a été des taux négociés, taux concessionnels de 8% et taillés, on va dire, à la mesure de nos braves femmes. Le fonds est dédié aux femmes de tous les secteurs d'activité entreprenantes et entrepreneurs pourvu qu'elles remplissent les conditions d'éligibilité. Les dossiers sont à préparer. Ça, c'est un niveau qu'il faut dire que c'est très difficile parce que c'est des choses qui ne sont pas accessibles à toutes les femmes. Il y a dans le dossier deux parties. Une partie concerne la banque elle-même pour l'ouverture de compte et une partie concerne le dossier de prêt. Puisque nous savons que ce n'est pas très facile pour nos sœurs, nous avons initié des formations. Et déjà, on a formé plus de 180 femmes à Abidjan, à Yamoussoukro et à Bouaké. Et cette formation continue. Pour faciliter l'accès d'un plus grand nombre de femmes au fonds, différentes sortes de prêts et de modalités de remboursement, ainsi qu'un comité spécial d'encadrement des clientes ont été mis sur pied. C'est les crédits court terme qui partent de 3 mois à 12 mois. Et c'est des crédits qui sont octroyés pour le financement de l'exploitation courante. Donc ça peut être des découvertes, ça peut être des escomptes, ça peut être des avances sur facture. On a aussi des crédits moyen terme classiques. On peut également
fait les financements à partir de crédit bail. On a ensuite tout ce qui est engagement par signature, donc tout ce qui est caution. On accompagne les dames sur tous les aspects de financement possibles en fait. Donc les durées en termes de crédit long terme peuvent aller jusqu'à 7 ans. Les premières bénéficiaires, 10 femmes, ont reçu chacune un chèque en décembre 2017, valeur totale 261 millions de francs CFA. Dame Ewia, au nombre de ces femmes, a eu gain de cause après avoir satisfait aux critères d'éligibilité. J'ai monté toutes les factures. J'ai donné mon registre de commerce, j'ai donné ma déclaration fiscale et la localisation de mon magasin, le bail, entre autres, toutes les choses qu'ils ont demandées. Et quand le ministère a déposé à la banque m'a fait appel. Je suis allé, ils m'ont posé plusieurs questions et j'ai parlé de l'activité et ils ont vu que c'était porteur. Donc ils m'ont financé. Moi, comme je suis dans le textile, pour moi, ils ont fait le prêt spot. C'est-à-dire que chaque 3 mois, c'est renouvelable sur 1 an. Toutes les femmes porteuses de projets qui s'adressent au ministère pour l'octroi du fonds n'ont pas souvent une bonne connaissance du plan d'affaires, ce qui freine le traitement rapide des dossiers, d'où l'appel du gestionnaire du fonds. Ce sera de demander aux femmes de se faire accompagner par des professionnels dans l'élaboration de leur business plan. Et ces professionnels-là sont habitués à cet exercice qui permettront de prendre en compte tous les aspects du projet que les dames veulent mettre sur pied. Et avoir une vue à 360 degrés, ça évite de multiples rencontres avant de finaliser un dossier. Le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des petites et moyennes entreprises, qui a élaboré un document-programme depuis 2013 pour l'accompagnement, le financement et la promotion de toutes les PME et start-up, avec ce fonds de 5 milliards de francs CFA, n'attend pas s'arrêter en si bon chemin. 20 milliards de francs CFA sont prévus pour accélérer l'accès des femmes au crédit en vue de les sortir de l'informel et accroître le nombre de femmes entrepreneurs en Côte d'Ivoire. Voilà, promotion de l'entrepreneuriat féminin, un dossier signé Justine Seykike. C'est une autre étape de plus dans la mise en œuvre de la TNT, la télévision numérique terrestre. Le ministre de la Communication, de la Poste et de l'économie numérique vient d'installer justement le conseil d'administration de la Société ivoirienne de télédiffusion. Le président du conseil d'administration est M. Mathieu Babou-Daré, ancien ministre des Eaux et Forêts. Il a été désigné à l'issue d'une rencontre, comme vous le voyez sur ces images, en présence du ministre de la Communication, Bruno Koné-Nabagné. L'Organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire, OJPCI, vient de tenir sa 3e assemblée générale ordinaire dans la commune de Makori. Pour les responsables de l'organisation, en 18 mois d'exercice, plusieurs actions ont été menées. Il s'agit entre autres de la formation des journalistes et l'installation des sections de l'OJPCI dans certaines villes de l'intérieur. Ce lundi matin, les agents de la Caisse nationale des prévoyances sociales, CNPS, ont rendu hommage au symbole de la République à travers le salut aux couleurs. Cette cérémonie d'honneur au drapeau national est l'initiative du ministère de la Promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique. L'objectif est clair, faire la promotion du civisme et exhorter au respect des symboles de l'État. Frédéric Olaï, Herman Divi. Le drapeau national hissé dans la cour de la Caisse nationale de prévoyance sociale ce lundi. Il est 7h30, tous les agents sont présents. Plus qu'une tradition, il s'agit pour le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique de faire la promotion du civisme au regard des derniers événements survenus dans certaines villes du pays, événements au cours desquels plusieurs symboles de l'État ont été vandalisés et des actes d'incivisme commis. Le ministre Sidi Touré invite les Ivoiriens au respect de ces symboles. J'appelle les populations à l'appropriation des valeurs de l'Union, de la discipline, comme nous le recommande d'ailleurs notre devise. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Jean-Claude Kouassi, promet pérenniser le salut aux couleurs dans les structures à sa charge. Avoir un esprit et une attitude civique, c'est respecter son pays, les autorités qui l'incarnent
et la collectivité dans laquelle on vit. Cette cérémonie d'hommage au drapeau national nous éveille et doit continuer chaque jour de nous éveiller à notre devoir de citoyen, pénétrer des valeurs essentielles qui fondent et garantissent notre identité nationale. La remise du portrait du chef de l'État ainsi qu'une brochure comportant les 5 autres symboles de la République au directeur général de la CNPS a marqué la fin de cette cérémonie d'honneur. Le Conseil régional du GOR fait de l'éducation une priorité. Plus de 4 ans d'activité, le Conseil a investi plus d'1 milliard de francs CFA dans la construction et la réhabilitation des salles de classe. En plus de la distribution des tables bancs, le Conseil s'est également investi dans la construction de collèges de proximité dans tous les chefs-lieux de sous-préfecture des départements de Gagnoa et d'Oumé. Le dossier de Mamadou Kwasi. Si le taux de scolarisation était moins élevé dans certaines régions de la Côte d'Ivoire, il y a quelques années de cela, ce n'est pas le cas de la région du GOR. Ici, la difficulté était le manque d'infrastructures pour accueillir le flux d'élèves dans les écoles primaires et secondaires de la région. Depuis ces 4 dernières années, les effectifs pléthoriques ont laissé place à des effectifs rationnels. De nombreuses écoles et salles de classe sont sorties de terre ou ont été réhabilitées, afin d'améliorer les conditions de travail des élèves et des enseignants. Par le passé, les enfants s'asseyaient à même le sol là, et quand il pleut, la pluie les frappe, toute la table était pratiquement mouillée quand il pleuvait là souvent. Ça a fait environ 3 ans, la 4e année, c'est là que le conseil régional est venu pour nous construire ce tout beau bâtiment. L'effectif à Logouata était tellement élevé, donc il fallait que le conseil régional nous vienne en aide. Et c'est ce qu'a fait le conseil régional. Donc actuellement, nous sommes un peu déconcentrés ici au niveau de Logouata 1. Donc de l'autre côté, je crois que c'est un bien pour toute l'école. De nombreux villages et gros campements disposent désormais d'écoles primaires. Le cycle primaire n'est pas le seul bénéficiaire des actions du conseil régional du GOR. Plusieurs collèges de proximité ont vu le jour dans les différents chefs-lieux de sous-préfecture. C'est le cas de Galébré, qui compte à ce jour 2 promotions avec un collège à base 3. Malgré toutes ces commodités, avec des salles de labo et de recherche, des difficultés demeurent. Depuis l'année dernière, nous n'avons que 4 professeurs bivalents, français et DAC, mathématiques TICE, anglais EPS, et puis physique-chimie SVT. Bon, l'année dernière, ça ne posait pas de problème, sauf en histoire-géo, nous n'avons pas reçu d'enseignants. Cette année, les besoins ont été multipliés par 2. Aujourd'hui, ce sont plus de 500 salles de classe qui ont été construites pour décongestionner l'existant, afin de rapprocher davantage l'école des populations. Voir par voir les distances qui séparent ces villages et ces campements à les collèges existants, il était tout à fait important et nécessaire et urgent que je commence mes investissements dans ce domaine. Parlons des collèges. Vous prenez par exemple la sous-préfecture de Guépao. Entre Guépao et Tonla, vous pouvez compter plus de 30 km. Et il fallait que les enfants quittent là pour aller à Tonla. Il faut que les enfants quittent Tonla pour aller à Diego-Nofra. Aujourd'hui, ils ont un collège. Ces infrastructures réalisées par le président du conseil régional du GOR, Joachim Bagnon-Diégué et son équipe, s'inscrivent également dans la mise en œuvre de la politique de l'école obligatoire. En plus de la construction de l'équipement, 30 000 tables bancs ont été déjà distribués. Et malgré ces efforts, des difficultés subsistent. Le président du conseil régional du GOR, qui a fait de l'éducation une priorité, rassure. Joachim Bagnon-Diégué et son équipe entendent tout mettre en œuvre pour une éducation de qualité dans la région du GOR. Nous pensons que c'était les structures de base qui manquaient à notre population. Croyez-moi que nous avons encore beaucoup à faire. Mais nous avons pu, à 5 ans durant, investir, rien que dans ce domaine d'éducation nationale, 1,6 milliard de francs. C'est grâce au président de la République. Il faut le dire. C'est grâce à lui. Sinon, le budget annuel de 700 millions de francs ne pouvait pas faire toutes ces réalisations. Nous sommes aujourd'hui à près de 5 milliards d'investissements. Et ça, c'est la volonté du gouvernement, du président de la République. Des actions saluées par la directrice régionale de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle.
Pour elle, ces actions portent déjà des fruits, avec des résultats satisfaisants ces dernières années. Nous avons en tout cas salué les actions du Conseil régional qui a contribué à construire des bâtiments, des salles de classe, des laboratoires, des logements de chefs d'établissement dans certains établissements dans les villages comme Niabou-Djounoua et tout ça. Mais les besoins sont toujours nombreux et nous continuons d'attendre. Le défi, il est là, puisque l'objectif de tout ce qui se fait, de tout ce qui s'investit, c'est justement pour que l'école produise de bons résultats. Et qui dit bons résultats, c'est le nombre d'élèves qui réussissent. Alors, nous travaillons en tout cas dans une proche collaboration. Aujourd'hui, pour pérenniser tous ces efforts du gouvernement à travers le Conseil régional, le civisme et la discipline doivent régner au sein des écoles de la région, une région souvent confrontée à des grèves d'élèves pour des congés anticipés. Voilà la région du Gor face aux défis de l'éducation, un sujet réalisé par Mamadou Kouassi. Ici à Abidjan, le Conseil économique, social, environnemental et culturel se prépare pour deux grands événements. Il s'agit de la réunion du Conseil d'administration de l'Association internationale des conseils économiques, sociaux et institutions similaires. Un événement qui est une première en Côte d'Ivoire et il va se tenir le 8 mars prochain. Deuxième événement à retenir, c'est un atelier avec pour thème central l'impact de la révolution numérique sur l'avenir de l'humanité. On passe maintenant au chapitre politique de ce 20h. La présidente du RDR, Henriette Dagri-Diabaté, a visité les militants de base de Korogo. La rencontre d'échange a porté sur la nouvelle orientation du Rassemblement des Républicains. Le reportage de Charles Tatou. Cette petite visite surprise marque la première rencontre de la présidente du Rassemblement des Républicains, Henriette Dagri-Diabaté, avec les militants de base de Korogo. Henriette Dagri-Diabaté se veut une responsable de formation politique à l'écoute des leaders de base de son parti. Elle a mis à profit cette visite pour dévoiler la vision de sa direction pour le RDR Nouveau. Le RDR Nouveau, c'est un parti qui doit tout d'abord garder sa force militante et sa puissance lorsqu'il faut se mobiliser. Le RDR Nouveau est aussi un parti qui doit retrouver sa confiance et la confiance des Ivoiriens. Pour le rayonnement du RDR, Henriette Dagri-Diabaté entend également initier dans les jours très proches des travaux de réflexion approfondis sur tous les sujets de société. Visite rassurante. Les leaders de base ne cachent pas leur joie. Des dons ont ponctué la rencontre d'échange. L'USP, Union socialiste du peuple, vient d'organiser une conférence de presse. Au cours de cette rencontre avec les journalistes, le président de ce parti a fait un tour d'horizon de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Le reportage d'Ahmed Traoré est commenté pour vous par Herman Djivé. Henri Tohou, président de l'USP, l'Union socialiste du peuple, face à la presse, fait un diagnostic de la situation sociopolitique de la Côte d'Ivoire. Il s'est prononcé sur l'économie, notamment sur la chute du prix des matières premières, mais aussi sur la classe politique qui, pour lui, est profondément divisée. Seul le rassemblement de tous les fils et filles de notre pays autour d'une même table peut permettre la résolution de la crise ivoirienne pour enfin aboutir à une paix durable, donc à un climat favorable à l'investissement interne et externe, pour la création des richesses indispensables à l'élévation de notre pays au rang des pays émergents. Toutefois, il s'est attardé sur la question de la réforme de la Commission électorale indépendante, la CEI, qui, selon lui, attise certaines tensions. Le président de l'USP compte rencontrer les autres partis et acteurs politiques pour une concertation nationale, et ce, pour faciliter un dialogue entre toutes les forces politiques de la Côte d'Ivoire.
En religion, notez que le Hajj 2018 est rentré dans sa phase active de préparation. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, a donné le ton de l'édition 2018. La Direction générale des cultes a également expliqué le processus de préinscription et d'inscription pour les candidats et opérateurs privés impliqués dans l'organisation du voyage. Le reportage de Serge Coléa. C'est une bonne nouvelle pour les fidèles musulmans de Côte d'Ivoire. Le quota de pèlerins accordé au pays a été revu à la hausse par les autorités saoudiennes. Il est passé de 5 600 en 2017 à 6 800 en 2018, soit 5 000 pèlerins pour le compte de l'État et 1 800 gérés par les opérateurs privés. Cette augmentation du quota vient récompenser les efforts des autorités ivoiriennes qui chaque année mettent un point d'honneur à encadrer le Hajj d'une bonne organisation. Le ministre nous a rassuré que le gouvernement prendra toutes les dispositions pour que, effectivement, à la date butoir, la Côte d'Ivoire ait soldé ses engagements pour permettre donc aux pèlerins ivoiriens d'avoir leur visa. Et ça, c'est un soulagement, c'est une satisfaction. Le coût du pèlerinage à la Mecque est maintenu à 2 millions de francs CFA. À ces 2 millions de francs CFA, il faut ajouter les frais annexes qui s'élèvent à 83 750 francs CFA répartis comme suite. Les frais annexes, nous avons 83 750 donc, qui permettent aux musulmans, aux candidats au Hajj, de payer d'avance à la bide le mouton, qui est indispensable au Hajj, les 5 litres de Zamzam, qui est un peu, on va dire, l'eau bénite, l'eau sainte, qui vient de la Mecque. Il y a la ziara interne et externe, c'est-à-dire à Médine et à la Mecque. On préfère les prendre ici. Et au niveau du commissariat, ils ont un dispositif en place qui fait qu'on s'assure que tous ces frais ont été effectivement payés pour le pèlerin. Le directeur général des cultes fait souligner qu'une nouvelle clause de la réglementation saoudienne dispose que tout pèlerin qui n'est pas à son premier Hajj doit payer en plus 300 000 francs CFA pour les frais de visa. Il y a des personnes qui sont à leur premier Hajj, mais faute de place, ne peuvent pas partir. Donc on donne la priorité aux nouveaux pèlerins. Eux, ils n'ont pas de frais à payer. C'est gratuit le visa pour eux. Donc c'est une façon aussi pour l'Arabie Saoudite, je pense, de donner la priorité aux nouveaux pèlerins. Les acteurs du Hajj ont été invités à faire preuve de rigueur et de professionnalisme dans le respect des délais et exigences administratives liées au voyage. À la date d'aujourd'hui, il ne nous reste plus que 70 jours pour accomplir la totalité des formalités. Et ça, c'est un appel que nous lançons donc à tous nos frères, toutes nos sœurs, qu'ils soient organisateurs donc de l'État ou alors du privé, de mettre tout en œuvre pour que ce délai soit respecté, afin que nous puissions, n'est-ce pas, être, n'est-ce pas, bien vus encore en Arabie Saoudite, et par le Royaume, et également par les autres pays africains, qui s'inspirent toujours de l'exemple de la Côte d'Ivoire. Nous, les organisateurs privés, nous sommes d'autant plus réjouis que l'État veuille nous accompagner dans l'exécution de cette mission-là. C'est aujourd'hui que le lancement est fait. Déjà, les opérations sont ouvertes, mais c'est en même temps maintenant que nous, les opérateurs privés, nous sommes invités à constituer notre dossier de demande d'agrément. Quelque part, ça nous met un peu en retard, ça nous pénalise un peu. Autant nous voudrions conserver, préserver les acquis, nous tendons vers la professionnalisation. Il faut y mettre tous les moyens matériels, administratifs et j'en passe. Les visites médicales ont débuté le lundi 5 mars et vont se dérouler jusqu'au vendredi 4 mai 2018. Les inscriptions sont prévues du jeudi 8 mars au vendredi 11 mai 2018, date butoir. Toutefois, elles s'arrêteront dès que le quota de 6 800 pèlerins sera atteint. Voilà, au niveau de l'actualité culturelle en Côte d'Ivoire, notez que la capitale économique ivoirienne va vibrer au rythme du Massa, le marché des arts du spectacle africain du 10 au 17 mars prochain. La 10e édition enregistre des innovations, des milliers de festivaliers et acteurs du monde des arts et de la culture sont attendus. Les enjeux de l'événement dans nos prochains journaux.
Au Burkina Faso, 72 heures après le double attentat qui a visé l'état-major de l'armée et l'ambassade de France, le travail d'enquête se poursuit et les premières visites des chefs d'État commencent. Les présidents togolais Faure Gnassingbé, président en exercice de la CEDEAO, et le président nigérien Mahamadou Issoufou sont arrivés à Ouagadougou ce lundi pour une visite de soutien aux autorités burkinabées. On va terminer par l'Italie où Matteo Renzi a quitté la direction du Parti démocrate. L'ancien chef du gouvernement italien a annoncé sa démission ce lundi après la défaite de son parti qui a recueilli 18,7% des voix aux législatives de dimanche. La coalition de droite extrême droite formée autour de Forza Italia de Silvio Berlusconi et de la Ligue du Nord de Matteo Salvini est en tête, mais sans avoir la majorité absolue. Le mouvement 5 étoiles populiste obtient le plus grand nombre de votes. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête pour ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention et je vous retrouve avec le même plaisir demain à la même heure.